Dans la première vidéo, nous avons vu les principales caractéristiques du tube digestif et nous avons parlé de certains aspects de digestion qui se déroulent au niveau de la cavité buccale. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les processus de digestion qui se déroulent dans l'estomac. Alors l'estomac, c'est la portion du tube digestif en forme de poche. Elle est située entre l'ésophage et le duodénum. Alors l'estomac, il va recevoir les aliments déjà mâchés par la bouche et déglutis par l'ésophage. Alors l'estomac, elle est en rapport anatomique avec le foie à droite, la rate à gauche, le pancréas en arrière, le diaphragme en haut et les intestins en bas. Alors, l'estomac, elle se divise en 4 régions. Alors, vous avez le cardia, le fundus, le corps et le pylore. Alors, le cardia, il entoure l'orifice supérieur de l'estomac, c'est-à-dire l'orifice par lequel l'ésophage communique avec l'estomac. Le fundus, c'est la partie arrondie au-dessus et à gauche du cardia. Le corps, par contre, c'est la grande partie centrale sous le fundus. Le pylore, c'est la partie inférieure de l'estomac qui se rattache au duodénum. Alors, le pylore, il comprend 2 parties. L'antre pylorique, qui est relié au corps de l'estomac, et le canal pylorique qui va mener au duodénum. Alors, lorsque l'estomac est vide, la muqueuse présente de larges plis qu'on appelle les plis gastriques et qui sont détectables à l'œil nu. Alors, l'estomac possède 2 bords. Vous avez le bord interne concave et le bord externe convexe. Alors, le bord interne concave de l'estomac, c'est ce qu'on appelle aussi la petite courbure. Alors que le bord externe convexe, c'est ce qu'on appelle la grande courbure. Alors, la petite courbure reçoit les principaux vaisseaux sanguins de l'estomac et elle reçoit aussi la terminaison des nerfs pneumogastriques. Alors, quant à la grande courbure, elle possède une grande plasticité et elle peut s'étirer notamment lorsque l'estomac se remplit. Alors, le pylore, il va communiquer avec le duodénum de l'intestin grêle par le sphincter pylorique. Je vous signale que les sphincters, ce sont des muscles circulaires dont la contraction ou le relâchement permet de fermer ou d'ouvrir les différents orifices. Alors, pour la paroi de l'estomac, elle a la même structure de base que celle des différentes parties du tube digestif, à savoir, vous avez une muqueuse qui est au contact direct de la lumière de l'estomac, une sous-muqueuse, une musculeuse et une séreuse qui est la tunique externe de la paroi stomacale. Alors, la seule différence par rapport à la structure histologique de l'ensemble du tube digestif, c'est la présence d'une couche musculaire circulaire oblique en plus de la couche musculaire circulaire et longitudinale. Donc, je répète, donc on a 3 couches de muscles, la couche longitudinale, circulaire et aussi on a une couche oblique. D'accord ? Dans les autres parties du tube digestif, on trouve ça, tout simplement 2 couches musculaires, la circulaire et la longitudinale. D'accord ? Alors, si on fait une coupe au niveau de la muqueuse gastrique et on observe au microscope, qu'est-ce qui nous montre l'examen microscopique? Alors, l'examen microscopique de la muqueuse stomacale nous montre qu'elle est formée d'un épithélium muqueux
simple qui consiste en une seule couche de cellules, c'est-à-dire une couche monocellulaire. Alors, cet épithélium, il est parsemé de millions de profondes invaginations. Regardez la muqueuse, l'épithélium de la muqueuse stomacale s'invagine vers le fond, c'est-à-dire il s'invagine en profondeur. Alors, on a la formation d'étroits canaux qu'on appelle les fosses gastriques ou bien les cryptes gastriques. C'est au niveau de ces fosses gastriques que vont s'ouvrir les glandes exocrines gastriques qui vont sécréter le suc gastrique. D'accord? Alors, de quoi sont formées les glandes gastriques? Alors, les glandes gastriques sont constituées de différents types de cellules dont l'importance en nombre va varier d'une région à l'autre. Alors, quelles sont les cellules qu'on trouve? On trouve essentiellement les cellules à mucus du collet, donc les cellules à mucus du collet, les cellules pariétales représentées ici en rose, les cellules pariétales qu'on appelle aussi les cellules bordantes, les cellules principales représentées ici en violet, donc les cellules principales ou les cellules peptiques, et vous avez les cellules endocrines qui vont sécréter différentes hormones. Alors, au fond des glands, on trouve les cellules souches qui vont assurer le renouvellement de tous les autres types cellulaires. Donc, on va voir le rôle de chacun de ces cellules qui forment les glandes gastriques. Les cellules à mucus du collet, leur rôle, c'est la production d'un mucus alcalin à l'entrée des cryptes. Donc, c'est pourquoi on les appelle les cellules muqueuses du col, parce qu'elles se trouvent à l'entrée des cryptes. Donc, elles vont sécréter un mucus alcalin. Alors, les cellules principales représentées ici en rose, ou bien les cellules peptiques, ils vont sécréter le précurseur de la principale enzyme gastrique, le pepsinogène. Le pepsinogène, c'est la forme inactive de la pepsine, qui est une enzyme protéolytique. Alors, le pepsinogène va être transformé en pepsine au niveau de la lumière gastrique sous l'action de l'acide chlorhydrique qui est sécrété par les cellules pariétales. Alors, les cellules principales sécrètent la pepsine, mais ils peuvent sécréter aussi une enzyme d'importance moindre qu'on appelle la lipase gastrique. La lipase gastrique, d'accord? Alors, maintenant, quel est le rôle des cellules pariétales ou bien bordantes? Les cellules pariétales, elles sont représentées ici en orange. Elles sécrètent l'acide chlorhydrique en grande quantité et aussi une part importante de l'eau et des électrolytes du suc gastrique. D'accord? Alors, chez l'homme, les cellules pariétales ou bordantes vont sécréter une glycoprotéine qu'on appelle le facteur intrinsèque. Alors, c'est quoi le rôle du facteur intrinsèque? Le facteur intrinsèque, il est nécessaire à l'absorption de la vitamine B12. Vous savez que la vitamine B12, elle est nécessaire à la formation des globules rouges. Alors, l'incapacité d'élaborer le facteur intrinsèque, par exemple, suite à une atrophie de la muqueuse gastrique, va entraîner un type d'anémie qu'on appelle l'anémie pernicieuse ou l'anémie de Birber. Donc, les cellules pariétales, elles sécrètent l'acide chlorhydrique, une part importante de l'eau et des électrolytes, et chez l'homme, elles vont sécréter le facteur intrinsèque qui joue un rôle très important dans l'absorption de la vitamine B12. Et enfin, on a des cellules endocrines, représentées ici en bleu, qui sont situées en profondeur et qui vont libérer vers le chorion différentes hormones, notamment la gastrine, la sérotonine, l'histamine et la somatostatine. Donc, l'ensemble des sécrétions des cellules pariétales, principales et à mucus, l'ensemble de ces sécrétions, c'est ce qu'on appelle le suc gastrique, qui est bien sûr déversé dans la cavité stomacale ou bien dans la lumière de l'estomac.
Alors, l'estomac produit de 2 à 3 litres de suc gastrique par jour. C'est quand même une quantité qui est importante. D'accord? Donc, on a ici un schéma qui va récapituler la structure histologique de l'estomac et les sécrétions des cellules des glandes gastriques. Alors, on a ici l'ouverture des cryptes. Donc, chaque ouverture correspond à l'entrée d'une crypte gastrique ou bien des fosses gastriques. Alors, vous voyez, l'épithélium de la muqueuse gastrique s'invagine en profondeur et va former des fosses gastriques ou bien des cryptes gastriques au niveau desquelles s'ouvrent les glandes exocrines gastriques. Alors, ces glandes qui sécrètent le suc gastrique, qui sont formées, comme je vous ai dit, de différents types de cellules. Alors, vous avez à l'entrée des cryptes les cellules à muqueuse qui sécrètent du mucus. Alors, le mucus, il va lubrifier et protéger les cellules de la paroi stomacale. Alors, en rose, vous avez les cellules principales ou peptiques qui vont sécréter la forme inactive de la pepsine, le pepsinogène. Alors, après, d'accord, en jaune, vous avez les cellules pariétales qui sécrètent l'acide chlorhydrique. D'accord? Donc ici, on a un grossissement de cette partie des fosses gastriques. Donc vous voyez en rose, vous avez les cellules principales ou peptiques qui sécrètent le pepsinogène. Et en jaune, vous avez les cellules pariétales qui vont sécréter l'acide chlorhydrique, une part de l'eau et des électrolytes du suc gastrique et le facteur intrinsèque. Donc, le pepsinogène et l'acide chlorhydrique sont sécrétés dans la cavité gastrique. Sous l'action de l'acide chlorhydrique, une partie du pepsinogène inactif va être transformée en pepsine active. D'accord? Alors, maintenant, d'accord, de point de vue de la motricité, on peut diviser l'estomac en 2 parties. Alors, vous avez un premier tiers antérieur qui constitue l'estomac proximal. Dans proximal, vous avez pro, c'est-à-dire proche, d'accord, de l'ésophage, et qui va servir à recevoir la nourriture. Donc, on a un premier tiers antérieur, l'estomac proximal, qui sert à recevoir la nourriture. Les 2 tiers qui restent constituent l'estomac distal, c'est-à-dire distant, c'est-à-dire loin de l'ésophage. C'est là où va s'effectuer l'essentiel du malaxage, c'est-à-dire du mélange des aliments avec le suc gastrique. Alors, concernant la motricité de la paroi stomacale, les mouvements sont dus à 3 couches de muscles lisses, les muscles lisses circulaires, longitudinaux et obliques. Alors, quel est le rôle de l'estomac proximal? L'estomac proximal sert avant tout à recevoir et à stocker la nourriture ingérée. C'est également au niveau de cet estomac proximal que va être sécrété l'essentiel du suc gastrique. Alors, il faut bien noter que dans cette zone de l'estomac, il n'y a pas de mouvement musculaire important. Parce que dans cette région, le brassage du bol alimentaire est minime. Donc, l'estomac proximal est seulement le siège de variations lentes de tonus qui vont intervenir dans la réception de la nourriture et dans son mouvement vers la partie distale. D'accord? Alors, le rôle de l'estomac distal a sa propre zone d'excitation. Cet estomac, il est le siège d'ondes de mélange qui sont des mouvements péristaltiques qui vont se propager le long de l'estomac à une fréquence de 15 à 25 secondes, quelques minutes après l'entrée des aliments. Donc, les ondes péristaltiques, ils vont expulser une petite partie du contenu luminal dans le duodénum. Donc ici, vous avez la première onde péristaltique représentée par cet étranglement. Une partie du contenu stomacal va être dirigée vers le duodénum. Après 25 secondes,
on a un deuxième étranglement qui représente une deuxième onde péristaltique et encore une autre partie du contenu luminal gastrique va être dirigée vers le duodénum. Et ici, on a un troisième étranglement qui correspond à la troisième onde péristaltique qui va encore pousser une partie du contenu gastrique vers le duodénum et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le contenu gastrique soit envoyé vers le duodénum. D'accord? Donc on a ici encore, d'accord, le rôle de l'estomac proximal, distal, pardon. Vous avez ici en rouge des flèches rouges. Là, ce sont les contractions qui vont débuter dans le corps de l'estomac. Alors, la portion liquide du contenu gastrique va être propulsée vers la région pylorique, c'est ce qui est indiqué par les flèches bleues. La portion solide qui n'a pas été digérée, elle va retourner, elle va être refoulée vers le corps de l'estomac, c'est ce qui est représenté par les flèches brunes ou rouges. D'accord? Alors, donc, par la suite, d'accord, d'autres contractions vont se produire au niveau de l'estomac, c'est ce qui est indiqué ici par les flèches violettes. Ils vont repousser à nouveau le contenu gastrique vers la région pylorique. La portion la plus liquide qui a la consistance voulue va être propulsée vers le duodénum, ce qui est indiqué par les flèches bleues. Le reste du contenu gastrique est refoulé vers le corps de l'estomac afin de continuer de subir l'action du brassage et du suc gastrique. Donc les aliments ils vont faire un mouvement de va-et-vient entre le pylore et l'œsophage jusqu'à ce que tous les aliments soient sous une forme liquide capable de passer à travers le sphincter pylorique. Donc, ces ondes péristaltiques, ondes contractiles puissantes, vont effectuer dans un mouvement de va-et-vient un brassage, c'est-à-dire un mélange important du bol alimentaire. Alors, ce brassage, il permet la macération, c'est-à-dire qu'il permet de tremper, d'imprégner les aliments avec les composants du suc gastrique et il permet le mélange des aliments avec le contenu des sécrétions gastriques, ce qui va favoriser leur transformation en une bouillie semi-liquide appelée chyme. D'accord? Donc, le résultat de la digestion mécanique au niveau de l'estomac, c'est la production d'un chyme qui est une bouillie semi-liquide. Alors, ces mouvements péristaltiques, leur rôle, c'est de pousser ou de faire progresser le chyme vers le duodénum. Alors maintenant, on va parler de la digestion chimique. La digestion chimique au niveau de l'estomac se fait par l'intermédiaire de l'acide chlorhydrique et par l'intermédiaire des enzymes. Alors, je vous ai dit que l'acide chlorhydrique, il est sécrété par les cellules pariétales ou bien bordantes. Alors, comment se fait la production de l'acide chlorhydrique par la cellule pariétale? Alors, ici, vous avez la cellule pariétale. Là, vous avez d'accord le côté sanguin, ici, vous avez la lumière de l'estomac. Donc, pour produire de l'acide chlorhydrique, la cellule, grâce à une enzyme, l'anhydrase carbonique, va élaborer de l'acide carbonique, c'est-à-dire du H2CO3, à partir du CO2 et de l'eau. Alors, l'acide carbonique va être dissocié en ion bicarbonate ACO3- et en ion H+. Alors, les ions H+, ils vont être pompés en dehors de la cellule pariétale vers la lumière de l'estomac au niveau de son pôle apical par une pompe hydrogène ATPase et ils vont être échangés contre des ions K+. D'accord? Alors, pour chaque ion H+, qui est excrété au pôle apical de la cellule pariétale, un ion ACO3- est excrété du côté basal vers le sang pour préserver l'électroneutralité de la cellule. D'accord? Donc, là, on a un ion ACO3- est excrété du côté basal vers le sang, d'accord? Ce qui est à l'origine de la vague alcaline postprandiale, c'est-à-dire de l'augmentation du pH. Donc, après chaque repas, on a une augmentation du pH
pH. C'est ce qu'on appelle la vague alcaline postprandiale qui est due à l'excrétion des ions ACO3- au niveau du sang. D'accord? Alors, notons que l'ion ACO3- va être échangé contre un ion Cl- par un antitransporteur anionique. D'accord? On a un antitransporteur anionique. Alors, l'ion Cl- va être excrété au pôle apical dans la lumière des glandes pour rejoindre les ions H+ via un canal chlorique. Donc, l'ion Cl- sera excrété au pôle apical dans la lumière des glandes pour rejoindre les ions H+ via un canal chlorique. Donc, après la combinaison de l'ion H+ avec Cl- va donner la Cl. D'accord? C'est comme ça qu'est produit l'acide chlorhydrique au niveau de la cellule pariétale. Alors, quel est le rôle de l'acide chlorhydrique? Alors, le liquide fortement acide de l'estomac va d'abord contribuer à défendre l'organisme contre l'invasion d'éléments étrangers en détruisant de nombreux microbes qui sont contenus dans la nourriture. D'accord? Donc, l'acide chlorhydrique, il va détruire les microbes qui peuvent être contenus dans la nourriture. Un autre rôle de l'acide chlorhydrique, c'est qu'il va dénaturer partiellement les protéines présentes dans la nourriture et il va stimuler la sécrétion d'hormones, notamment la secrétine, qui est une hormone qui va favoriser la sécrétion de la bile et du sucre pancréatique. Alors, donc la digestion chimique se fait par l'action de l'acide chlorhydrique qui est sécrété par les cellules bordantes et elle se fait par l'action des enzymes, notamment la pepsine et la lipase qui sont sécrétées par les cellules peptiques ou bien principales. D'accord? Alors la peptine, donc la digestion enzymatique des protéines, va commencer dans l'estomac principalement par l'intermédiaire de la pepsine. Alors la pepsine, c'est une endopeptidase, c'est-à-dire qu'elle va couper les liaisons peptidiques internes CONH. D'accord? Alors les pepsines, elles vont agir sur les liaisons peptidiques dans lesquelles le groupement aminé va provenir d'un acide aminé aromatique, c'est-à-dire qui contient ainsi que benzène, soit la tyrosine ou bien la phénylalanine, et le groupement acide d'un acide aminé dicarboxylique qui contient deux fonctions carboxyl CO2, soit l'aspartate ou le glutamate. D'accord? Donc, le rôle des pepsines, ou bien de la pepsine, c'est la rupture des protéines en polypeptides ou bien en peptides de poids moléculaire et de complexité variable. Alors, quel est le pH optimal d'activité de la pepsine? La pepsine est active dans un pH de 1,5 à 3,5 et dès qu'elle passe dans le duodénum, elle devient inactive. Alors, les cellules principales sécrètent également une enzyme de moindre importance, la lipase gastrique. Donc, une autre enzyme de l'estomac, la lipase gastrique, va scinder les triglycérides à chaîne courte qui se trouvent dans les matières grasses du lait. Alors, cette enzyme, elle est particulièrement efficace quand le pH est situé entre 5 et 6. Donc, on peut ici comprendre que chez les adultes, son rôle est restreint parce que le pH il est inférieur à 4 au niveau de la cavité stomacale chez les adultes. Alors, son activité elle est plus importante chez les nourrissons où l'activité des cellules pariétales est faible et de ce fait le pH est élevé et il va favoriser l'action de la lipase gastrique. Donc son rôle il est surtout important chez le nourrisson. Par contre, chez les adultes, la digestion des graisses chez ces derniers, elle repose presque entièrement sur la lipase lingale et pancréatique. D'accord? Donc, comment les cellules de l'estomac vont être protégées
de l'action digestive de l'acide ou de la pepsine. Alors, les cellules de l'estomac sont protégées de l'action digestive de l'acide ou de la pepsine par une couche de mucus alcalin qui recouvre la muqueuse et qui va l'isoler des subgastriques en formant une barrière de 1 à 3 mm d'épaisseur. Alors, le mucus, en effet, il possède un pouvoir tampon considérable qui neutralise l'acide chlorhydrique venu à son contact. De plus, il va inactiver la pepsine en l'absorbant, c'est-à-dire en la fixant à sa surface. Donc là, on a un tableau qui va résumer le bilan de la digestion dans l'estomac. Donc au niveau de l'estomac, on a une digestion mécanique et une digestion chimique. La digestion mécanique, elle permet de transformer le bol alimentaire en chine, d'où la réduction des aliments en bouillie liquide ou bien semi-liquide. La digestion chimique, elle se fait par la lipase gastrique, la pepsine et l'acide chlorhydrique. Alors, le rôle de la lipase gastrique, il permet de fragmenter les triglycérides à courte chaîne en acides gras et en monoglycérides. La pepsine, elle permet de transformer les protéines en plus petits polypeptides. L'acide chlorhydrique, il permet de briser les membranes cytoplasmiques, de dénaturer les protéines et d'activer le pepsinogène en peptide.